Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Dix-neuvième chant. La mort. À peine était-il revenu en Petite-Bretagne, à Carré, il advint que Tristan, pour porter aide à son cher compagnon Caerdin, guerroya un baron nommé Bédalis. Il tomba dans une embuscade dressée par Bédalis et ses frères. Tristan tua les 7 frères, mais lui-même fut blessé d'un coup de lance, et la lance était empoisonnée. Il revint à grand-peine jusqu'au château de Carré et fit appareiller ses plaies. Les médecins vinrent en nombre, mais nul ne sut le guérir du venin, car ils ne le découvrirent même pas. Ils ne surent faire aucun emplâtre pour attirer le poison au dehors. Vainement, ils battent et broient leurs racines, cueillent des herbes, composent des breuvages. Tristan ne fait qu'empirer. Le venin s'épand par son corps. Il blêmit
et ses os commencent à se découvrir. Il sentait que sa vie se perdait. Il comprit qu'il fallait mourir. Alors, il voulut revoir Iseut la blonde. Mais comment aller vers elle? Il est si faible que la mer le tuerait. Et si même il parvenait à en cornouailles, comment y échapper à ses ennemis? Il se lamente. Le venin l'angoisse, et il attend la mort. Il manda Caerdin en secret pour lui découvrir sa douleur, car tous deux s'aimaient d'un amour loyal. Il voulut que personne ne restât dans sa chambre, hormis Caerdin, et même que nul ne se tînt dans les salles voisines. Iseut, sa femme, s'émerveilla en son cœur de cette étrange volonté. Elle en fut tout effrayée et voulut entendre l'entretien. Elle vint s'appuyer en dehors de la chambre contre la paroi qui touchait au lit de Tristan. Elle écoute. Un de ses fidèles, pour que nul ne la surprenne, guette au dehors. Tristan rassemble ses forces, se redresse, s'appuie contre la muraille. Caerdin s'assied près de lui et tous deux pleurent ensemble tendrement. Ils pleurent le bon compagnonnage d'armes sitôt rompu, leur grande amitié et leurs amours, et l'un se lamente sur l'autre. Beau et doux ami, dit Tristan, je suis sur une terre étrangère où je n'ai ni parents, ni amis. Ah, vous, vous seul excepté, vous seul en cette contrée, m'avez donné joie et consolation. Je, je perds là ma vie. Je voudrais revoir Iseut la blonde. Mais comment le pourrais-je? Par quelle ruse lui faire connaître mon besoin? Ah, si je savais un messager qui voulut aller vers elle, elle viendrait en elle-même. Caerdin, Caerdin, beau compagnon. Par notre amitié, par la noblesse de votre cœur, par notre compagnonnage juré, je vous en requiers. Pitié, tentez pour moi cette aventure. Et si vous emportez mon message, je deviendrai votre homme lige et vous aimerai par-dessus tous les hommes. Caerdin voit Tristan pleurer, se déconforter, se plaindre. Son cœur s'amollit de tendresse. Il répond doucement par amour. Beau compagnon, ne pleurez plus. Je ferai tout votre désir. Certes, ami, pour l'amour de vous, je me mettrai en aventure de mort. Nulle détresse, nulle angoisse ne m'empêchera de faire selon mon pouvoir. Dites ce que vous voulez mander à la reine, et je fais mes apprêts. Tristan répondit. Ah, ami, oh ami, soyez remercié. Or, écoutez ma prière. Prenez cet anneau. C'est une enseigne entre elle et moi. Et, quand vous arriverez en sa terre, faites-vous passer à la cour pour un marchand. Présentez-lui des étoffes de soie, et faites qu'elle voie cet anneau. Aussitôt, elle cherchera une ruse pour vous parler en secret. Alors, dites-lui que mon cœur la salue, que, seule, elle peut me porter réconfort. Dites-lui que, si elle ne vient pas, je meurs. Dites-lui qu'il lui souvienne de nos plaisirs passés, et des grandes peines, et des grandes tristesses, et des joies, et des douleurs de notre amour loyal et tendre. Qu'il lui souvienne du breuvage que nous bûmes ensemble sur la mer. C'est notre mort que nous avons bu. Qu'il lui souvienne également du serment que je lui fis de n'aimer jamais qu'elle. J'ai. J'ai tenu cette promesse. Derrière la paroi, Iseut au blanchemin entendit ces paroles. Elle défaillit presque. Hâtez-vous, compagnon, et revenez bientôt vers moi. Si vous tardez, vous ne me reverrez plus. Prenez un terme de 40 jours et ramenez Iseut la blonde. Cachez votre départ à votre sœur, la pauvre, ou dites que vous allez quérir un médecin. Vous emmènerez ma belle nef. Prenez avec vous 2 voiles, l'une blanche et, et l'autre noire. Si vous ramenez la reine Iseut, dressez au retour la voile blanche. Et, si vous ne la ramenez pas, cinglez avec la voile noire. Ami, je n'ai plus rien à vous dire. Que Dieu vous guide et vous ramène sain et sauf. Il soupire, pleure, se lamente, et Caerdin pleure pareillement, baise Tristan et prend congé. Au premier vent, il se mit en mer. Les mariniers halèrent les ancres, dressèrent la voile, cinglèrent par un vent léger, et leur proue trancha les vagues hautes et profondes. Ils emportaient de riches marchandises, des draps de soie teints de couleurs rares,
de la belle vaisselle de Tours, des vins de Poitou, des guerfauts d'Espagne, et par cette ruse Caerdin pensait parvenir auprès d'Iseut. 8 jours et 8 nuits, ils fendirent les vagues et voguèrent à pleine voile vers la Cornouaille. Mais colère de femme est chose redoutable, et que chacun s'en garde. Là où une femme aura le plus aimé, là aussi elle se vengera le plus cruellement. L'amour des femmes vient vite, et vite également vient leur haine et leur inimitié. Celles-ci, une fois venues, durent plus que l'amitié. Elles savent tempérer l'amour, mais non la haine. Debout contre la paroi, Iseut au blanc chemin avait entendu chaque parole. Elle avait tant aimé Tristan. Elle connaissait enfin son amour pour une autre. Elle retint les choses entendues. Si elle le peut, un jour, comme elle se vengera sur ce qu'elle aime le plus au monde. Pourtant, elle n'en fit nul semblant. Et dès qu'on ouvrit les portes, elle entra dans la chambre de Tristan et, cachant son courroux, continua de le servir et de lui faire belle chère, ainsi qu'il sied à une amante. Elle lui parlait doucement, le baisait sur les lèvres, et lui demandait si Caerdin reviendrait bientôt avec le médecin qui devait le guérir. Mais toujours, au fond de son cœur, elle cherchait vengeance. Caerdin ne cessa de naviguer tant qu'il jeta l'ancre dans le port de Tintagel. Il prit sur son poing un grand autour. Il prit un drap de couleur rare, une coupe bien ciselée. Il en fit présent au roi Marc et lui demanda courtoisement sa sauvegarde et sa paix, afin qu'il pût trafiquer en sa terre sans craindre nul dommage de chambellan ou de vicomte. Et le roi le lui octroya devant tous les hommes de son palais. Alors Caerdin offrit à la reine un fermail ouvré d'or. Reine, dit-il, l'or en est bon. Et, retirant de son doigt l'anneau de Tristan, il le mit à côté du joyau. Voyez, reine, l'or de ce fermail est plus riche, et pourtant l'or de cet anneau a bien son prix. Quand Iseut reconnut l'anneau de jaspe vert, son cœur frémit et sa couleur mua. Et, redoutant ce qu'elle allait ouïr, elle attira Caerdin à l'écart près d'une croisée, comme pour mieux voir et marchander le fermail. Caerdin lui dit simplement: Dame, Tristan est blessé d'une épée empoisonnée. Il va mourir. Il vous mande que, seul, vous pouvez lui porter réconfort. Il vous rappelle les grandes peines et les douleurs que vous avez subies ensemble. Gardez cet anneau, il vous le donne. Iseut te répondit, défaillante. Ami, je vous suivrai. Demain, au matin, que votre nef soit prête à l'appareillage. Et le lendemain, au matin, la reine dit qu'elle voulait chasser au faucon et fit préparer ses chiens et ses oiseaux. Mais le duc André, qui toujours guettait, l'accompagna. Quand ils furent au champ, non loin du rivage de la mer, un faisan s'enleva. André laissa aller un faucon pour le prendre. Mais le temps était clair et beau. Le faucon s'essora et disparut. Voyez, sire André, dit la reine, le faucon s'est perché là-bas, au port, sur le mât d'une nef que je ne connaissais pas. À qui est-elle? Dame, fit André. C'est la nef de ce marchand de Bretagne, qui hier vous présenta un fermail en or. Allons-y reprendre notre faucon. Caerdin avait jeté une planche comme un ponceau de sa nef au rivage. Il vint à la rencontre de la reine. Dame, s'il vous plaisait, vous entreriez dans ma nef, et je vous montrerai mes riches marchandises. Volontiers, sire, dit la reine. Elle descend de cheval, va droit à la planche, la traverse et entre dans la nef. André veut la suivre. Il s'engage sur la planche. Mais Caerdin, debout sur le plat-bord, le frappe de son aviron. André trébuche et tombe dans la mer. Il veut se reprendre, mais Caerdin le refrappe à coups d'aviron et le rabat sous les eaux en criant: Meurs, meurs, traître! Voici ton salaire pour tout le mal que tu as fait souffrir à Tristan et à la reine Iseut! Ainsi Dieu vengea les amants des félons qui les avaient tant haïs. Tous quatre sont morts maintenant: Guénelon, Gondoine, Dénolant et André. L'ancre était relevée, le mât dressé, la voile tendue.
Le vent frais du matin bruissait dans les haubans et gonflait les toiles. Hors du port, vers la haute mer toute blanche et lumineuse, au loin, sous les raies du soleil, la nef s'élança. À Carré, Tristan languit. Il convoite la venue d'Iseut. Rien ne le conforte plus, et s'il vit encore, c'est qu'il l'attend. Chaque jour, il envoyait au rivage guetter si la nef revenait, et la couleur de sa voile. Nul autre désir ne lui tenait plus au cœur. Bientôt, il se fit porter sur la falaise de Penmarche, et, si longtemps que le soleil se tenait à l'horizon, il regardait au loin vers la mer. Écoutez, Seigneur, une aventure douloureuse, et pitoyable à ceux qui aiment. Déjà, Iseut approchait. Déjà, la falaise de Penmarche surgissait au loin, et la nef cinglait plus joyeuse. Un vent d'orage grandit tout à coup, frappe droit contre la voile et fait tourner la nef sur elle-même. Les mariniers courent au lof, et contre leur gré virent en arrière. Le vent fait rage, les vagues profondes s'émeuvent, l'air s'épaissit en ténèbres, la mer noircit, la pluie s'abat en rafales. Haubans et boulines se rompent. Les mariniers baissent la voile et louvoient au gré de l'onde et du vent. Ils avaient, pour leur malheur, oublié de hisser à bord la barque amarrée à la poupe et qui suivait le sillage de la nef. Une vague la brise et l'emporte. Iseut s'écrie. Hélas, chétive, Dieu ne veut pas que je vive assez pour revoir Tristan, mon ami une fois encore, une fois seulement. Il veut que je sois noyé en cette mer certainement. Tristan, Tristan, si je vous avais parlé une fois encore, je me soucierais peu de mourir après. Ami, si je ne viens pas jusqu'à vous, c'est que Dieu ne le veut pas, et c'est ma pire douleur. Ma mort ne m'est rien puisque Dieu la veut. Je l'accepte, soit, mais, ami, quand vous l'apprendrez, vous mourrez, cela je le sais bien. Notre amour est de telle guise que vous ne pouvez mourir sans moi, ni moi sans vous. Je vois votre mort devant moi en même temps que la mienne. Hélas, hélas, ami, j'ai failli à mon désir. Il était de mourir dans vos bras, d'être enseveli dans votre cercueil, mais nous y avons failli tous deux. Ainsi je vais mourir ici, seul, au milieu des flots, et sans vous disparaître dans la mer. Peut-être vous ne saurez même pas ma mort. Vous vivrez encore, attendant toujours que je vienne. Oh, si Dieu le veut, vous guérirez même. Ah, peut-être après moi, vous aimerez une autre femme. Vous aimerez enfin Iseut au blanc chemin. Je ne sais ce qui sera de vous. Pour moi, ami, si je vous savais mort, je ne vivrais guère après. Que Dieu nous accorde, ami, ou que je vous guérisse, ou que nous mourions tous deux d'une même angoisse. Ainsi gémit la reine tant que dura la tourmente. Mais, après 5 jours, l'orage s'apaisa. Au plus haut du mât, Caerdin hissa joyeusement la voile blanche afin que Tristan reconnût de plus loin sa couleur. Déjà, Caerdin voit la Bretagne. Hélas, presque aussitôt le calme suivit la tempête. La mer devint douce et toute plate. Le vent cessa de gonfler la voile, et les mariniers louvoyèrent vainement en amont et en aval, en avant et en arrière. Au loin, ils apercevaient la côte, mais la tempête avait emporté leur barque, en sorte qu'ils ne pouvaient atterrir. À la troisième nuit, Iseut songea qu'elle tenait en son giron la tête d'un grand sanglier qui honnissait sa robe de sang, et connut par là qu'elle ne reverrait plus son ami vivant. Tristan était trop faible désormais pour veiller encore sur les falaises de Penmarche, et depuis de longs jours, enfermé loin du rivage, il pleurait pour Iseut qui ne venait pas. Dolent et las, il se plaint, soupire, s'agite. Peu s'en faut qu'il ne meure de son désir. Enfin, le vent fraîchit et la voile blanche apparut. Alors, Iseut au blanc chemin se vengea. Elle vint vers le lit de Tristan et dit Ami, Caerdin arrive. J'ai vu sa nef en mer. Elle avance à grand-peine, pourtant je vous assure que je l'ai reconnue. Puisse-t-il apporter ce qui doit vous guérir? Tristan tressaille. Ami, belle, vous êtes sûr que c'est sa nef? Or, dites-moi, comment est la voile? Je l'ai bien vue. Ils l'ont ouverte et dressée très haut, car ils ont peu de vent. Sachez que la voile est toute noire. Tristan se tourna vers la muraille et dit Je ne puis retenir ma vie plus longtemps. Il dit 3 fois
Iseut, ami. Et à la quatrième fois, il rendit l'âme. Alors, par la maison, pleurèrent les chevaliers et les compagnons de Tristan. Ils l'ôtèrent de son lit, l'étendirent sur un riche tapis et recouvrirent son corps d'un linceul. Sur la mer, le vent s'était levé et frappait la voile en plein milieu. Il poussa la nef jusqu'à terre. Iseut la blonde débarqua. Elle entendit de grandes plaintes par les rues et les cloches sonner aux moutiers, aux chapelles. Elle demanda aux gens du pays pourquoi ces glas, pourquoi ces pleurs. Un vieillard lui dit: Dame, nous avons une grande douleur. Tristan le franc, le preux, est mort. Oh, il était large aux besogneux, secourable aux souffrants. C'est là le pire désastre qui soit jamais tombé sur ce pays. Iseut l'entend. Elle ne peut dire une parole. Elle monte vers le palais, elle suit la rue, sa guimpe déliée. Les Bretons s'émerveillaient à la regarder. Jamais ils n'avaient vu femme d'une telle beauté. Qui est-elle? D'où vient-elle? Auprès de Tristan, Iseut, au blanc chemin, affolée par le mal qu'elle avait causé, poussait de grands cris sur le cadavre. L'autre Iseut entra et lui dit: Dame, relevez-vous et laissez-moi approcher. J'ai plus de droit à le pleurer que vous, croyez-moi, car je l'ai beaucoup plus aimé. Elle se tourna vers l'Orient et pria Dieu. Puis elle découvrit un peu le corps, s'étendit près de lui, tout le long de son ami, lui baisa la bouche et la face et le serra étroitement. Corps contre corps, bouche contre bouche, elle rend ainsi son âme. Elle mourut auprès de lui pour la douleur de son ami. Quand le roi Marc apprit la mort des amants, il franchit la mer et, venu en Bretagne, fit ouvrer deux cercueils, l'un de Chalcédoine pour Iseut, l'autre de Béryl pour Tristan. Il emporta sur sa nef vers Tintagel leur corps aimé. Auprès d'une chapelle, à gauche et à droite de l'abside, il les ensevelit en deux tombeaux. Mais, pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, aux fleurs odorantes qui, s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe d'Iseut. Les gens du pays coupèrent la ronce. Au lendemain, elle renaît aussi verte, aussi fleurie, aussi vivace, et plonge encore au lit d'Iseut la blonde. Par trois fois, ils voulurent la détruire. Vainement. Enfin, ils rapportèrent la merveille au roi Marc. Le roi défendit alors de couper la ronce. Seigneur, nous voici arrivés au terme. Les bons trouvères d'antan, Béroul et Thomas, et monseigneur Eilhart, et maître Gottfried, ont compté ce compte pour tous ceux qui aiment, non pour les autres. Ils vous mandent par moi leur salut. Ils saluent ceux qui sont pensifs et ceux qui sont heureux, les mécontents et les désireux, ceux qui sont joyeux et ceux qui sont troublés. En vérité, ils saluent tous les amants. Puisse-t-il trouver ici consolation contre l'inconstance, contre l'injustice, contre le dépit, contre la peine et contre tous les maux de l'amour.